directement, ça va devoir se la poser, comment on articule les deux. Comment on articule les logiques de recherche et de développement avec les logiques de réflexion éthique. Et bon, de manière assez reçue, on va dire, une idée reçue qui dirait, oh là là, c'est deux mondes qui sont complètement différents. Il y a d'un côté la science et la technologie qui développent des choses, hein, ça fonctionne pas. Et puis de l'autre côté, éventuellement, on fait une réflexion éthique, mais qui va être indépendante, qui va venir nous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Typiquement, je caricature, hein, j'ai été physicien avant, donc ça a pu m'arriver aussi, mais de dire l'ingénieur ou le scientifique qui dit, écoutez, moi je développe ma théorie, je développe mon outil, après je charge à la société ou au législateur de définir ce qui doit être fait ou pas fait, c'est pas mon problème à moi. Alors ce genre de séparation est quand même très problématique, notamment parce qu'à force de séparer trop les tâches comme ça, dans des cas pointus où il y a de la technologie pointue en jeu, ne serait-ce que déjà les gens qui doivent se poser la vie éthique, comment ils font s'ils n'ont pas les compétences techniques pour comprendre ce qui est en jeu. Et puis à force de trop diluer, on peut même se dire comment on va arriver à définir un bien commun avec ces technologies-là à l'intérieur, si on a complètement séparé les activités. On a un peu l'impression que dans ce genre de cadre, tout le monde aurait une sorte de pièce du puzzle, hein, mais qu'en même temps, personne ne se sent du coup complètement légitime à gérer le truc par lui-même. Donc du coup, on se retrouve avec une telle dilution des responsabilités et de qui se sent légitime à faire la réflexion éthique qu'au final, on ne la fait pas forcément. Et alors du coup, en plus, ce genre de vision très séparée, ça conduit la plupart du temps à quand même attendre que les choses soient développées pour se poser la question de qu'est-ce qu'on va en faire. Et donc quand on fait ça, on arrive déjà avec des technologies qui sont développées, avec des enjeux financiers éventuellement majeurs, et on se retrouve avec ah bah tiens, on va faire une réflexion éthique, et ça c'est le meilleur moyen d'avoir des effets whiplash, où les gens du coup commencent à voir qu'il y a des problèmes et disent vous nous avez pas consulté, on ne veut plus en entendre parler. Je pourrais citer en exemple les OGM, où est passé le débat sur les OGM, le débat rationnel sur les OGM, sociétal. Mais ici, on a eu le cas, je crois que c'était en 2014 ou 2015, d'une organisation justement d'un colloque éthique sur la biologie de synthèse, avec déjà tout ce qui était en branle à cette époque-là sur la biologie de synthèse. Il y a des gens qui ont envahi la salle avec des masques de singes, en se mettant à crier, en faisant des bruits de singes, et en disant de toute façon, avec des pancartes, débattre, c'est déjà cautionné. Mais oui, mais parce qu'effectivement, il y a déjà plein de choses qui sont parties avant qu'il y ait eu un débat, donc c'est compliqué de rattraper le coup une fois qu'on est parti jusque-là. Encore plus problématique, cette vision très séparée, elle sépare aussi les façons de réfléchir dans les domaines. Elle s'appuie aussi là-dessus d'ailleurs, c'est un peu un moteur de la vision. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a? On va avoir d'un côté la rationalité scientifico-technologique qui va dire, bon, je suis scientifique, on me demande, j'ai des hypothèses scientifiques, j'utilise la logique, les mathématiques de manière absolument neutre, je dérive des prédictions empiriques, et puis je les teste, et puis si ça marche, ça veut dire que ma théorie elle est vraie. On pourrait voir un peu la même genre de logique dans le développement des technologies. Je veux un truc qui fonctionne de telle ou telle manière, peu importe quelle est cette telle ou telle manière, mais j'ai ça comme objectif. Bon, j'utilise les savoirs pour développer des outils, des programmes, des IA et ainsi de suite. Puis après, je les teste pour vérifier qu'ils font bien ce qu'on m'a demandé ou ce que j'attends qu'ils fassent d'eux. Mais donc, on aura une sorte de procédure neutre pour atteindre soit le scientifique va dire ça c'est vrai, c'est faux, éventuellement l'ingénieur va dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et de l'autre côté, un domaine de réflexion complètement alien qui serait de dire mais alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on doit pas le faire. Et là on risque de se retrouver, ça vient très vite ça, avec une vision où on a une super rationalité top niveau d'un côté, parce qu'elle est neutre, elle est objective, elle est scientifique. Et puis de l'autre côté, presque en opposition, une réflexion là, sur les valeurs. Alors est-ce que ça peut vraiment être rationnel du coup, surtout par contraste avec la rationalité scientifique. Bon, ouais, on a des codes moraux, mais finalement c'est quand même relatif, peut-être à une culture, est-ce que c'est vraiment bien rationnel de parler de tout ça? Ça a l'air de sentir un peu moins bon. Chacun sa préférence, chacun sa morale, on ne peut pas forcément en parler sérieusement. Vous avez peut-être tous entendu dire des gens dans des débats pour appuyer leurs propos, ils vont dire moi je ne fais pas de jugement de valeur. Sous-entendu, je ne parle que des faits et donc je suis bien rationnel, sous-entendu, s'il dit ça c'est parce qu'il y a la vision derrière que tout ce qui est des questions de valeur, oulala, c'est trop compliqué. Mais alors du coup, si on rentre dans cette logique-là, si on achète cette logique-là, on se retrouve quand même avec beaucoup de problèmes pour quelle force a la réflexion éthique pour s'opposer ou pour accompagner le développement technologique, les enjeux financiers qu'il peut y avoir, et puis même quelque chose que Jacques Ellul a très bien décrit, c'est une sorte de... On ouvre la porte à une sorte d'emballement où la technologie, à force de se développer, on innove et puis ça nous transforme et ça change nos buts sans qu'on ait eu même conscience, sans qu'on ait voulu, sans qu'on ait accepté qu'ils changent. Pour donner un exemple de ça, deux exemples.
qui dans la salle utilise son téléphone mobile à la pleine puissance des capacités du téléphone mobile? Ah, ça, la puissance elle est accrue comme pas possible, mais est-ce qu'on en avait vraiment besoin? Est-ce qu'on s'est posé la question? On a beaucoup avancé quand même par rebond sur ce qui se faisait. Un autre exemple, c'est le petit truc du accusé de réception ou du vu sur les chats type Facebook. Bah ça a sacrément changé notre façon de réagir à l'attente et quand est-ce que la personne nous répond. Pas avant, on ne savait pas si la personne avait vu ou pas vu notre message, et on attendait qu'elle nous réponde, on n'est pas forcément stressé. Maintenant, si on a vu qu'elle avait vu et qu'elle nous a pas répondu, ça crée des nouveaux besoins, ça crée des nouveaux désirs. Donc c'est un tout petit exemple de technologie, entre guillemets en caricaturant, mais c'est pour bien illustrer qu'on peut injecter des nouveaux possibles technologiques et que ça change notre façon de vouloir, notre façon, quels sont nos objectifs, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous. Donc du coup, comment on fait pour gérer tout ça? Et si on est dans une séparation radicale entre la rationalité scientifique d'un côté et la pseudo-rationalité évaluative sur les valeurs de l'autre côté, on est un peu coincé. Mais ça tombe bien, parce que cette idée reçue de séparation, personnellement je pense qu'elle n'est pas si évidente que ça, et il y a quelques arguments à faire pour faire sentir que c'est peut-être plus compliqué que ça. Et notamment en regardant sur la partie qui est soi-disant la super-rationalité, la partie plus scientifique. Commençons par un exemple très général sur la science. Admettons que vous vouliez expliquer pourquoi les objets tombent, et ainsi de suite. Si vous êtes doué, vous appelez Newton, c'est déjà pas mal, vous allez nous faire la théorie de la gravitation de Newton. Encore plus doué, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. De ça, méthode scientifique, on va dériver des prédictions empiriques qu'on va tester, et elles vont être vérifiées, on va dire, super, top niveau, on a la bonne théorie de la gravitation. Mais en même temps, quelqu'un pourrait arriver et vous dire « mais non, en fait, la loi de la nature, c'est que les objets flottent. » Mais il y a aussi des démons qui sont totalement invisibles, on ne les voit jamais, mais qui ne supportent pas que les objets flottent. Et qui donc, dès qu'on lâche un objet, il arrive avec une petite batte de baseball et il tape dessus pour le faire descendre, tout pareil que ce qu'on voit et que ce que prédit la théorie de la relativité générale. Alors vous allez me dire, ça c'est stupide, enfin, on voit bien que ça ne tient pas la route comme théorie. Mais le point que je veux faire, c'est que si on dispose seulement de la logique, de la cohérence logique, c'est la seule contrainte, c'est cohérence logique, et des tests empiriques pour dire la théorie doit être adéquate empiriquement, alors on n'a pas du tout moyen de rejeter cette alternative-là. Elle n'est pas autocontradictoire, et elle fait des prédictions par construction, elle fait des prédictions empiriquement vérifiées. Mais bien sûr, on la rejette, mais parce qu'on fait plus que seulement la logique et l'empirie dans la réflexion scientifique. On la rejette parce que, par exemple, on admet le rasoir d'Occam qui dit, et j'insiste sur le mot, qui dit que c'est mieux, toutes choses étant égales par ailleurs, d'avoir une théorie plus simple qu'une théorie plus compliquée. Qu'il est souhaitable qu'une théorie ne mobilise pas d'hypothèses complètement ad hoc qui tombent de on ne sait où, en plus pour défendre éventuellement un point de vue par ailleurs qui est important. Et donc le point de tout ça, c'est qu'en fait, en plus de seulement la neutralité supposée de l'empirie et de la logique ou des mathématiques, on va utiliser des choses qui sont de l'ordre des valeurs parce qu'on doit. Donc la simplicité, on appelle ça en philosophie des sciences une valeur épistémique ou une vertu épistémique, parce que c'est quelque chose qui reflète ce qu'on pense que doit être une théorie, la manière dont elle doit être, qu'est-ce qui est bien, comment doit devenir la théorie, qu'est-ce qui est bien, comment elle doit être faite. On est complètement dans des questions d'évaluation, on dit c'est mieux qu'une théorie soit comme ci que comme ça. Et avec ces outils-là, on peut sortir de ce genre de problème-là. Mais ces outils-là sont totalement indispensables. Si on n'a pas ça, la science n'existe pas. Pour retomber plus précisément sur les choses dont je parlais au début, sur mon fil rouge, dans l'exemple du projet Metacardis, mais en fait dans toute démarche de recherche de patterns dans des grands ensembles de données hétérogènes, on va avoir, même par machine learning, on va avoir ce type de choses où il y a des choses qui ne sont pas évidentes et où il faut arbitrer. Il faut essayer de le faire de la meilleure des façons possibles. Par exemple, alors dans le cas de Metacardis, c'est plutôt la construction des cohortes ou la construction des datasets, il y a plusieurs possibilités de le faire. Et il y a des jugements à poser sur, tiens, là, telle personne, elle pose problème dans la cohorte parce que telle et telle chose, et donc il faut que je sélectionne. Quand on fait de la découverte de qu'est-ce que sont les caractéristiques des chats en mode deep learning, si vous appelez DeepMind, vous devez constituer des bases d'apprentissage. Il y a plein de façons de le faire, et donc l'enjeu est d'être capable de dire ça c'est la bonne façon de le faire, en tout cas je pense que c'est la bonne façon de le faire. On est en plein dans de la réflexion évaluative déjà à ce niveau-là.
Quand on travaille donc sur des ensembles de données hétérogènes très vastes comme ceux du projet MetaYardist, ça ne sert à rien de chercher des corrélations brutalement dans l'ensemble directement. Il y a quelque chose que vous connaissez probablement mieux que moi qui s'appelle la malédiction de la dimensionnalité, qui fait que si on travaille à trop grande dimensionnalité, on trouvera des corrélations entre tout et n'importe quoi. Et donc il faut déployer des tactiques de réduction de la dimensionnalité pour revenir à des choses qui sont gérables et trouver des patterns après. Mais donc du coup, les patterns qu'on va trouver va dépendre de la manière dont on a décidé de découper, de réduire la dimensionnalité. Et c'est bien en soi, mais du coup, on va se poser la question, comment je fais pour réduire ma dimensionnalité de manière intelligente, de manière valable, et de la meilleure des manières possibles. Même idée, définir des métriques ou des distances dans des espaces comme ça, c'est loin d'être anodin, et il faut faire des choix, et du coup, ces choix, on les évalue en fait. C'est même pas qu'il faut les évaluer, c'est que le bon ingénieur, il l'évalue, ça, il ne fait pas ça doigt mouillé. Et alors, si on est par exemple dans de l'apprentissage par renforcement, des choses comme ça, ou même dans le machine learning en général, il y a même ne serait-ce que paramétrer une heuristique d'apprentissage. Il y a plein de façons de le faire, et il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, et l'ingénieur ou le développeur, il est déjà dans des questions évaluatives quand il est confronté à ce genre de choses. Donc du coup, mon point, c'est qu'à ce niveau-là aussi, on n'est pas du tout dans quelque chose de totalement neutre qui pourrait être complètement séparé de la partie évaluative que serait l'éthique. On aurait l'effet d'un côté et les évaluations de l'autre. Non, on est déjà avec des arbitrages de l'évaluation qui doit être fait dans la démarche de construction de connaissances et de développement d'intelligence artificielle ou de robots, pour être plus précis sur notre thème. Alors, ça c'est intéressant parce que ça permet de pointer l'importance de la rationalité évaluative. Parce qu'en fait, en dernière analyse, qu'est-ce qui garantit la rationalité d'une approche globale de développement de technologie et de savoir? Si vous achetez un peu ce que je vous ai dit, du coup, c'est pas rationalité égale neutralité de la logique et des données empiriques, ni notre rationalité vient de tout ce qui doit être arbitraire, tout ce qui demande à être arbitré, à être évalué, je l'évacue, parce que si on fait ça, on ne fait plus rien. Donc en fait, la rationalité et l'objectivité viendra plutôt de la communauté qui développe un savoir et une technologie sur la base de ce savoir, qui va s'interroger, méta-réflexion, sur est-ce que je fais bien les processus que je déploie, est-ce qu'ils sont bons, est-ce que la manière dont j'ai découpé mes bases de données pour réduire la dimensionnalité elle est bonne. Donc faire une enquête rationnelle évaluative, avec de la rationalité évaluative, pour interroger et critiquer les principes et les guides et tout ce que je mets en jeu pour faire mon développement de technologie, ma construction de savoir, et pour éventuellement les transformer si besoin. Alors une première bonne nouvelle, c'est que du coup ça veut dire qu'on n'a déjà a priori pas plus trop de raisons de hiérarchiser d'un côté la rationalité scientifique, de l'autre côté la rationalité évaluative, et on n'a pas du tout de raison de s'interdire que ça puisse être tout à fait rationnel de réfléchir sur les questions d'évaluation. Si ça l'est pas, on a un problème, la science n'est pas rationnelle. Je choisis son camp, donc personnellement je continue à penser que c'est un bon exemple de rationalité la science, et donc ça veut dire qu'il y a de la rationalité dans les évaluations au moins possible. En dernière analyse, d'ailleurs, la rationalité évaluative, c'est la même que toute forme de rationalité, c'est, dans le pire des cas, d'être capable de se mettre autour d'une table et de discuter avec un minimum d'éthique du débat rationnel pour essayer de se mettre d'accord en argumentant plutôt qu'en manipulant les gens ou en les trompant. Base de ça. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est que du coup, on n'a pas une séparation radicale entre une rationalité scientifique et technologique d'un côté, et puis débrouillez-vous pour prendre une décision éthique séparée. En fait, on a une rationalité globale de l'ensemble du processus de développement de savoir et de technologie qui va de la construction du savoir jusqu'à l'implémentation dans la société. Et tout ça, ça va demander à plein de niveaux des évaluations sur est-ce qu'on est en train de bien faire les choses. Et l'éthique, ça va être du coup pas de l'éthique isolée, mais de l'éthique embarquée ou de l'éthique en co-construction, va pouvoir contribuer au moins sur les choses qui ont des impacts éthiques dans la société, à la réflexion, à accroître la globalité de la rationalité de l'ensemble de la démarche. Et on n'est pas juste en train de parler de est-ce qu'il faut en bout de chaîne faire ci ou faire ça. Je vous parlais de médecine automatisée ou personnalisée. Si en tant qu'ingénieur vous implémentez un module de reconnaissance de langage naturel dans une intelligence artificielle mode machine learning qui a permis de stratifier les patients et ainsi de suite, vous êtes déjà en train d'ouvrir la porte à ce qu'on ne mette plus de médecins après. Donc dès ce niveau-là, il y a des réflexions qu'on peut se poser qui auront des conséquences éthiques en bout de chaîne. Alors donc, qui peut participer, qui doit participer à cette réflexion sur l'éthique? Je dépasse un peu, je me dépêche. Si on est, ça dépend des problèmes en fait. Si on est en train de chercher à développer une intelligence artificielle pour être performante dans un jeu,
Là, on peut se dire, bon, c'est assez théorico-spéculatif, peut-être que c'est très bien si c'est juste les développeurs qui s'occupent de savoir si ce qu'ils font tient la route de manière globale, et voilà. Si on fait du data-driven science en mode pas trop impact sociétal, par exemple, je sais que ça se fait un peu pour aider les scientifiques à cataloguer de manière automatique l'ensemble des étoiles qui sont accessibles dans le ciel et à trouver des corrélations entre les paramètres physiques et compagnie. Vous pouvez dire, bon, il n'y a encore pas trop d'enjeux éthiques sociétals là-dedans, mais déjà, c'est plus les développeurs tout seuls d'intelligence artificielle, c'est les développeurs et les physiciens qui doivent déjà travailler ensemble pour s'assurer que ce qu'on fait, c'est bien. Et alors, forcément, si on arrive sur des questions d'armes autonomes ou d'IA pour la recherche biomédicale et la médecine personnalisée, là, forcément, on se retrouve vraiment dans quelque chose où il ne suffit pas que juste les gens de la technique se posent la question si c'est bien ce qu'ils font, mais qu'il y ait un investissement beaucoup plus large, éventuellement citoyen, dans la réflexion là-dessus. Et donc, du coup, en conclusion, il semblerait qu'on ait tous une responsabilité partagée, alors, en fonction des problèmes, pour participer à la réflexion qui doit orienter notre faire technologique, là en l'occurrence sur le développement de l'intelligence artificielle et sur le développement de robots. Et donc on va sortir de cette vision isolationniste très classique qui dirait qu'on a une performance très technique, seulement technique d'un côté, et puis après une éthique de l'extérieur qui dirait vous n'êtes pas gentil, c'est pas bien ce que vous faites. Mais au contraire, aller vers ce que je proposais juste deux slides avant, vers une éthique en co-construction, où on va essayer de construire une vision renouvelée de la performance, qui disent mais quelque chose de performant, c'est pas seulement quelque chose qui fonctionne, mais c'est aussi quelque chose qui est souhaitable pour la société, en vertu de buts que la société a réfléchi elle-même et s'est donné à elle-même. Et donc on peut même imaginer que si on arrive à faire ça comme il faut, on arrive même à réaligner la performance économique et la performance éthique, parce que si le citoyen est informé, et ça commence déjà au niveau data protection et data privacy, et ben le consommateur, enfin le citoyen en tant que consommateur, une fois qu'il a réfléchi, il dit moi je veux ça. Et du coup ça devient une attente du marché de développer les choses d'une manière qui soit aussi éthique. Donc dans cette approche, on peut arriver à penser une notion de performance beaucoup plus globale qui nous permettra peut-être de nous orienter dans notre faire au niveau des IA et des robots. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathieu. Alors pendant que Arnaud s'installe pour la deuxième intervention, est-ce qu'il y aurait une petite question pour Mathieu? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Alors moi déjà je te remercie d'appuyer finalement le meetup d'une certaine façon. Oui? Est-ce que tu peux crier? Une question en fait, on a parlé de est-ce qu'aujourd'hui il y a un organisme au niveau national ou supranational qui travaille sur l'éthique? Oh, il y a la CNIL. Déjà, la CNIL est très active et il y a vraiment pas mal de choses qui se passent. Mais cette année, on est dans des grands états généraux des algorithmes et de l'éthique des algorithmes avec la CNIL. Donc il y a déjà ça. Et puis, force est de reconnaître qu'au niveau européen, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors on verra ce que ça donne dans l'implémentation concrète, mais clairement, les nouveaux règlements européens qui ont été adoptés en 2016 et qui sont censés être implémentés dès 2018 dans les pays en général et donc en France aussi, donc la loi pour une république numérique, elle est en train de préparer ça, enfin elle prépare ça. Il y a énormément d'avancées, je vous donne juste un exemple, mais il y a la volonté de renverser la charge de la preuve à propos du consentement éclairé. C'est-à-dire qu'avant ce règlement-là, c'était à vous de prouver que les conditions d'utilisation que vous avez signées, elles n'étaient pas assez claires et que vous n'aviez pas compris tout ce qu'impliquait ce que vous avez signé. Le renversement de la charge de la preuve, ça veut dire que demain, il y aura sûrement un juge qui dira vous ne pouvez pas non plus attaquer dans n'importe quelle circonstance, mais la charge de la preuve sera à la charge de l'entreprise qui vous fournit un service. Donc, rien que ça, c'est une révolution, c'est probablement le truc le plus révolutionnaire mis en œuvre. Voilà. Je ne suis pas physicien ni philosophe, mais j'ai une trop grosse tête pour le micro. Bonsoir. Merci Mathieu, c'est comme toujours passionnant. Disons que là, c'est plus que moment de détente,
que le public puisse se reposer avant la troisième intervention qui, si je crois, sera de grande qualité. Et c'est vraiment un peu trivial, d'autant plus que je suis chargé de vous faire une page de pub. Alors, vous voyez, on sombre très bien dans la trivialité. Néanmoins, ça nous fait goûter, alors allons-y. Donc, ça, c'est l'outil IBM, la plateforme as a service, pour ceux qui connaissent, qui a été rebaptisée récemment. Il ne s'appelle plus IBM Mobiles, mais IBM Cloud. Et donc, vous avez accès à ce service web à une architecture de type serverless, des services cognitifs, des librairies et des langages de programmation, tout ça avec des outils DevOps. Enfin, vous me comprenez, et je crois que c'est pas cher, c'est ça? Alors, maintenant, la page de pub étant terminée, je vais essayer de voir cette question-là, c'est-à-dire cette question que nous posons aussi, non pas tellement sur le caractère évaluatif de la science, mais dans quelle mesure les technologies que nous développons sont-elles redevables d'un jugement ou d'un travail sur l'éthique. Et mon travail, c'est de travailler, c'est ça, puisque j'ai proposé cette mission. J'ai quand même parlé du France Lab, c'est la structure de recherche et développement d'IBM France. Nous faisons 600 personnes en France qui développent des logiciels, qui font des contributions logicielles aux gammes cognitives d'IBM. Et pour ceux qui connaissent ce dessin ou ce type de schéma, voilà, c'est un schéma qui montre un peu les briques de l'IA. Nous nous situons à gauche. Donc ce sont les moteurs d'inférence à base de règles, les moteurs d'optimisation, d'ordonnancement. Donc c'est une intelligence artificielle assez déterministe, logico-symbolique, voilà, qui a des caractères. C'est pour dire mon travail sur l'éthique de l'intelligence artificielle est orienté. Il y a un biais, il y a une focale qui est du fait qu'on est dans cette tradition-là. On est moins dans les datas, on est plus dans les algorithmes. Et on est moins dans la reconnaissance d'image, mais plus, disons, dans l'ingénierie de la décision. Voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu l'orientation. En prenant cette mission, il y a à peu près 1 an, il a fallu jouer au niveau, effectivement, je crois que CSA, la CNIL, voilà, font un boulot assez considérable, on peut les regarder. Il y a d'autres voies qui sont, je trouve, en France très intéressantes. Sur le Sénat, il y a des enquêtes intéressantes, le site du Sénat. Il y a alors, chez IBM fait une des idées phares quand même, c'est IBM fait un effort au niveau mondial assez considérable pour éthiciser, sur cette réflexion éthique autour de l'IA. Nous avons en Europe un certain nombre de voix, donc ne serait-ce déjà qu'en France, parmi mes collègues, je peux en citer quelques-uns, Jean-François Puget et Nazran, qui font un travail, qui sont des technologues et qui travaillent sur cette question éthique. On a des Indiens, je pense à Samet Mipa, avec lesquels on travaille un petit peu aussi, Simon Rogers en Grande-Bretagne, etc. Donc, il y a des dizaines de personnes en fait, qui s'intéressent fortement à ça et qui sont très avancées en sciences et qui connaissent très bien, y compris le machine learning, pour travailler sur cette question éthique. Ce que je veux dire, moi je suis en fait le juriste. Alors, mon challenge, c'est aussi de comprendre ce que me disent ces gens-là et de faire mon travail d'évaluation éthique des produits que nous proposons, enfin, du travail éthique en général, voilà, en tant que juriste et donc avec un regard sur le droit. Je vérifie que je ne dis rien, même si le temps passe vite. Alors, ça, c'est presque, je ne dirais pas, donc Flavien l'a évoqué tout à l'heure, hein, je crois que maintenant tout le monde connaît, c'est le dilemme du tramway, mais en fait, maintenant, on peut dire c'est la blague du tramway, parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que ça ne permet pas, moi ça ne me permet pas d'avancer. C'est une situation, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, hein, si le tramway va écraser quelqu'un, effectivement, la personne au milieu va prendre la décision éthique, quitte à écraser quelqu'un, est-ce qu'on va écraser le groupe de prisonniers, ou alors la dame avec sa poussette. Et en fait, nous, IBM, nous codons des algorithmes, finalement, ou des programmes qui vont dans le tramway là-haut, qui font rouler le tramway. Et donc, quelque part, il y a un choix éthique du développeur de dire voilà les décisions que je prendrai. Et là où ça ne nous permet pas d'avancer, c'est que ça signale qu'on a un rôle à jouer, mais pas plus. Donc, il y a une deuxième chose de laquelle je ne parle pas vraiment,
c'est justement tout ce qui est biais dans les données. Mathieu en a parlé aussi. Ce qui est plus grand public, c'est le robot qui devient raciste. Vous savez, on lui donne à voir, à apprendre, à reconnaître des patterns sur les réseaux sociaux, et comme tout le monde est raciste autour, il fait des recommandations de même nature. C'est un problème très important qui est adressé aussi chez IBM, mais pas spécifiquement en France, pas spécifiquement ailleurs. Je crois qu'on a un problème de responsabilité en fait. Et là, comme juriste, je peux vous dire 2 mots sans trop vous endormir. C'est que si vous vous rappelez de la législation sur le Safe Harbor, qui a vécu peut-être 10 ans en Europe, et qui était né d'un accord commercial avec les États-Unis, il s'agissait d'exonérer de leur responsabilité un certain nombre de grands groupes américains du fait que oui, il y avait des tas de contenus illicites qui passaient par leurs tuyaux, disons, mais parce que eux, leur métier n'était pas la gestion de contenu, on va dire, on ne va pas t'embêter là-dessus. Tu n'as pas de responsabilité, disons, si vous voulez, civile, sur tout ce qui pourrait passer d'illicite comme contenu. Ce dispositif a été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne il y a 2-3 ans. Et l'idée maintenant, je crois, notre conviction, c'est que la chaîne de responsabilité va remonter dans la chaîne de valeur, y compris nous fabriquons des programmes qui sont embarqués dans d'autres programmes, des moteurs de raisonnement qui sont embarqués dans d'autres programmes qui eux-mêmes sont encore embarqués dans des objets qui vont permettre à des voitures autonomes de rouler, par exemple. Eh bien, nous devons quand même avoir cette réflexion éthique parce qu'on pourrait venir nous chercher, voilà, du fait d'une lien de causalité entre un fait dommageable qu'on aurait mal codé, pas éthiquement, et puis à la fin, ça provoque un accident. Donc c'est quand même un petit mouvement à la fois. Donc le droit est un incitateur pour nous, donc là, le droit que je symbolise ici par un ensemble de livres, d'accord. C'est une raison pour laquelle on pourrait se retrouver en prison, okay. Donc on essaie d'éviter ça. C'est aussi une manière, on verra tout à l'heure, d'évaluer aussi, de trouver dans le droit un outil pour l'évaluation éthique. Ça, c'est un des prochains slides. Là, si je parle un peu des dollars, parce que c'est quand même, pour certaines personnes dans cette salle, suivez pas mon regard, le nerf de la guerre, mais ils me nourrissent, alors je vous encourage. Ce que je dirais, c'est, la première question qui vient dans le business, c'est, mais si vous voulez faire du business éthique, est-ce que ça ne va pas faire moins de business? Et en fait, ce à quoi il y a déjà une première réponse, c'est que nous avons déjà dans notre... il faut regarder un peu notre usine logicielle, disons, mais pour ceux qui connaissent un peu ce métier du logiciel, il y a DevOps, il y a développement agile, il y a le design thinking. C'est des réflexions d'ergonomie, du travail, d'éthique. Mathieu l'a cité tout à l'heure aussi, la manière dont on se met ensemble autour d'une table pour travailler. Donc déjà, nous savons que dans notre création de valeur, il y a des choix éthiques déjà qui sont faits, un travail éthique. Il y a disons, des déterminismes qu'on s'est donnés comme ça pour avancer. Donc, ça c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est de dire, laissons une chance et encourageons les utilisations éthiques de nos produits, d'accord? Parce que ça fait du bien commun, et puis ça fait aussi de l'argent. Et si on peut démontrer un leadership là-dessus, ça va faire beaucoup d'argent. Donc ça, certaines personnes dans cette salle sont sensibles à cet argument aussi. Maintenant, est-ce que la régulation suffit? Est-ce que, disons, la recherche de chiffre d'affaires supplémentaire suffit? C'est pas évident. Alors j'ai mis ce mignon animal, vous reconnaissez alors je sais jamais le koala ou le panda. Le panda. Il est mignon, n'est-ce pas? Et nous avons envie de l'empêcher de disparaître. Pour ma part, j'aurais aussi bien eu envie d'empêcher 70% d'insectes qui ont disparu dans nos régions depuis 30 ans de disparaître et laisser mourir le bébé panda, aussi mignon soit-il. Mais bon, pourquoi je vous mets le panda là maintenant? Parce que, pour vous parler de Mana. Mana, c'est une start-up parisienne des anciens du VVF en fait. Vous voyez, donc en fait c'était un moyen technique pour moi. Et ces personnes-là ont dit, ok, nous on a un réseau de lanceurs d'alerte à travers le monde, et ces gens-là voient des problèmes environnementaux surgir, une rivière polluée, ce genre de choses. Et ces gens-là, vous voyez, c'est un peu les baroudeurs, on imagine, mais ils ont aussi un téléphone, et donc ils tweetent, et ils sont sur les réseaux, et ils signalent ce genre d'incident. Et Mana
développe, donc cette startup, développe à partir des solutions IBM, des solutions cognitives, y compris IBM Watson, mais aussi aidé par les technologies, les méthodes que nous avons en France, une manière de faire résonner, de surveiller la résonance, je ne sais pas si c'est le terme technique approprié, de ces informations avec les réseaux sociaux. Et ils vendent, et à partir d'un certain niveau de résonance, ils vendent l'information à des gens qui font de l'arbitrage financier. Ils ont attention, tu as des actions, tel groupe industriel pollue telle partie du globe, il y a un risque d'image, voilà, et ils vendent cette information. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple de cas d'usage que nous cherchons à encourager, éthique de nos produits. Voilà, du fait qu'on bosse avec eux, pas cher, voire gratuitement, si vous me suivez. Alors, j'ai besoin, pour travailler en interne, si vous voulez, j'ai besoin quand même d'outils. Combien il me reste de temps? Non, tranquille. Je vais encore vous ennuyer à courir pendant 10 minutes, c'est un vrai plaisir. En fait, ces 4 portes, c'est 4 prismes pour penser cette histoire d'éthique des algorithmes ou d'éthique de l'intelligence artificielle. J'en ai déjà évoqué quelques-uns. Une éthique procédurale, comme l'expliquait Mathieu, c'est les manières dont on s'organise, etc. Donc ça, on peut se dire, si nos produits sont conçus par une seule personne qui dit à tout le monde « faites ça, c'est ma vision » et qu'on ne discute pas, probablement ce n'est pas la meilleure manière de s'organiser éthiquement pour produire une technologie. Voilà. Donc c'est une première approche, c'est l'éthique procédurale, on peut déjà faire des projets avec ça. On peut travailler. Il y a une autre approche possible, ce serait l'histoire du panda, voilà. C'est une éthique finalement qui serait utilitariste. On dit on a envie de préserver l'environnement, voilà, ou si ce n'est pas les bébés pandas, ça peut être des espèces animales mignonnes, je ne sais pas, les dauphins, ce que vous voulez. Voilà. Et donc on va programmer des robots qui vont faire ça spécialement. Donc ça c'est la question du cas d'usage, du use case, disent les Américains. Donc c'est une deuxième manière de jouer, c'est-à-dire ok, on va favoriser les cas d'usage bénéfiques, etc. Après, si on rentrait plus dans la technique, il y a une troisième, ça c'est ma préférée, hein, enfin mon cœur balance entre les 2 dernières, une éthique plus déontologique. Bon, alors, l'idée c'est de dire on va faire éthique by design. Nos produits vont être éthique by design, c'est-à-dire on va se donner des standards éthiques et on va les respecter, on va faire passer ce caractère-là dans le produit. On parle de privacy by design, vous voyez, ou de transparence par conception. Donc c'est des choses, on va se dire, ok, on est capable nous connaissons nos technos et on est capable de faire passer ce caractère dans la technologie. Et la 4e porte, c'est une éthique conséquentialiste. Alors moi j'appelle ça comme ça, probablement il y a des tas de philosophes qui vont contredire à la fin, mais ce sera un plaisir de discuter. Mais disons, là c'est l'intelligence artificielle change le monde, et nous avons un rôle pour expliquer et comprendre de quelle manière nous changeons. D'accord ? Et de regarder les systèmes et de dire tel système auquel nous allons appliquer notre technologie, il va être transformé de telle manière. Ça, c'est l'approche d'éthique conséquentialiste, et c'est aussi, je vais vous donner un exemple de projet tout à l'heure. C'est normal que j'ai ce truc-là. Ah oui. Alors, j'ai pas eu le temps de collecter les photos. Vous aurez reconnu Mark Zuckerberg, donc imaginons qu'il soit au milieu de tout ce réseau de relations. Et puis Yann Zuckerberg, il a un ami et non moins un collègue, sauf si l'actualité va me démentir. Yann Lequin, que personne ici doit connaître, hein, qui est français mais qui travaille chez Facebook, manage la partie innovation, intelligence artificielle, probablement encore maintenant. Yann travaille avec Francesca. Francesca, c'est ma collègue italienne d'IBM qui m'a mis dans le groupe mondial de gens qui réfléchissent, qui travaillent sur l'éthique de l'IA. Et donc moi je travaille avec Francesca et nous discutons ce soir. Ça veut dire qu'une bonne idée, voilà, les idées de Mathieu, les idées tout à l'heure qu'on va voir, il y a vraiment un terrain de jeu, c'est-à-dire il y a des groupes où on fait passer des idées, si on a des bonnes choses à proposer, Marc est tout de suite au courant, c'est quasiment mon idée. Voilà, en tout cas, bon, évidemment, je pense que ça vaut le coup maintenant de travailler fort sur ce sujet, parce que les gens sont connectés, il y a des réflexions, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas communiquer là-dessus. Alors, j'ai mis un peu de code, mais là j'en ai mis un tout petit peu. En fait, mon idée, c'est l'idée de la complexité. C'est-à-dire que je vous ai dit, en France, que nous développons, ce sont depuis plutôt l'IA classique ou l'IA d'il y a 30 ans, si vous voulez, qui font encore beaucoup d'argent aujourd'hui
pas de problème. Un peu moins le machine learning ou la reconnaissance d'images qui est plus à la mode. L'idée, c'est que quand on développe un logiciel depuis 30 ans, on a des centaines d'années-hommes de travail. On a des millions de lignes de code. Plus personne ne comprend en regardant le code ce qu'il y a dedans. Et donc le caractère éthique, transparent, loyal ou, disons, équilibré, démocratique de notre code, on n'est plus capable de le voir. Alors il faut faire ce travail avec les scientifiques ou avec nos collègues, avec des équipes de développement, pour essayer de comprendre, voilà, d'adresser cette complexité. On appelle ça le software legacy, encore pour ceux qui sont dans le métier. Donc, on hérite de ça et il faut le transmettre, mais il faut essayer de le transmettre en le transformant dans le bon sens. Voilà, on ne cherche pas forcément là du bien, on cherche du mieux, ou du moins mauvais, plus ou moins. Il y a la question là-dedans de l'explicabilité. Nous, c'est notre gros truc, ici, là, donc au France Lab, IBM France Lab, c'est, je vous ai dit tout à l'heure que nos IA étaient plus déterministes. En gros, nous prenons des décisions automatiques. Nos moteurs permettent de prendre des décisions automatiquement et théoriquement, quand on parle de raisonnement à base de règles, on est capable de savoir quels ont été les critères qui ont joué pour cette prise de décision. En fait, on est capable de remonter la chaîne des causalités quasiment. C'est pas tout le temps vrai, mais c'est une situation très différente des gens qui font de l'apprentissage machine, où vous avez une décision qui sort, vous avez un dataset à l'entrée, mais il y a eu des corrélations, il y a des qui ont été trouvés, mais vous ne savez pas dire, ben voilà, la raison qui explique, vous savez dire, ben, statistiquement, ça ressemble un petit peu à tel pattern, après il faudra demander aux experts exactement comment ça se passe. Donc nous avons un caractère spécifique de choses que nous fabriquons ici, et nous voulons défendre auprès des Américains, voilà, notre type de technologie ont une coloration, un caractère qui apporte de l'explicabilité dans des moteurs d'inférence. Vraiment, ça s'appelle business, parce que, vous savez quoi? Dans le GDPR que tu as cité tout à l'heure, RGDP, c'est bien de ça que tu parlais, c'est donc ce règlement européen, il y a l'idée que les décisions prises algorithmiquement, en gros, je fais simple, doivent être explicables, devront être explicables. On ne pense pas que dans 3 mois, on va regarder toutes les décisions et prises automatiquement, on va dire, bah, tiens, expliquez-nous comment ça a été pris. Mais bon, c'est un travail que nous avons commencé, de dire, ok, il faut savoir dans quelle mesure nous sommes capables d'expliquer les modèles de décision ou alors les décisions elles-mêmes. J'avance bien, il doit me rester 3 minutes si les comptes sont bons. Ah. Alors, je reparle un peu de droit, en espérant encore une fois échapper, que tout le monde ne va pas partir en même temps maintenant. Et l'idée, c'est comment passe-t-on de la discussion éthique à l'évaluation technique de la technologie. C'est simple en fait, hein, mais en fait tout le monde n'est pas, c'est l'objection Mathieu, je pense souvent, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la morale, sur l'éthique, c'est bien une mal, c'est très relatif, et donc comment pourrions-nous déjà nous mettre d'accord et évaluer une technologie sans que ça soit préalablement mis d'accord sur le corps de règles vous m'avez compris. Nous avons travaillé ici en France, là, même à Lyon, vous voulez tout savoir, là-dessus, et nous on a proposé une méthode, et probablement nous avons lancé des travaux de recherche là-dessus, en partenariat, et je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais je peux vous dire plus sur la méthode, je ne peux pas vous dire plus sur avec qui, mais la méthode ce serait ça, c'est, ok, il existe quand même des corps de règles à peu près formalisés qui créent du consensus, c'est quand même les règles de droit. Alors, on ne va pas faire le débat maintenant du droit et de la morale. On sait qu'il n'y a pas une identité. L'un, tout ce qui est juridique n'est pas moral, et réciproquement. Néanmoins, avec cette méthodologie de ce qu'on va appeler la doctrine juridique, si vous voulez, on peut dire, bah, il y a un type qui a travaillé quelques mois et qui a sorti un rapport de 120 pages sur le principe de loyauté en Europe. Droit administratif, droit commercial, tout, et puis dans tous les pays, et puis là, eh bien, cette doctrine-là, ce corps, cette réflexion-là, on peut, ça nous fait des principes et des sous-principes qui nous permettent d'évaluer la technologie. Ils ont ce mérite de refléter des aspirations démocratiques et des aspirations des citoyens, en fait. Hein. Alors, c'est en même temps un corps qui évolue, parce que la manière dont le principe de loyauté est reflété dans les différentes branches du droit, dans toutes les règles de droit en Europe, tout ça, ça change. Mais justement, c'est intéressant de prendre ça et d'être au courant, et de proposer ces grilles de lecture-là aux technologues, et de dire, ok, voilà, quand je dis transparence, je veux dire transparence dans le sens qui est la transparence, plutôt, de ma théorie, je dis n'importe quoi, juridique allemande, et je peux lui détailler les sous-principes. Et lui, avec ça, normalement, il est capable on peut au moins entamer une discussion sur est-ce que nos technologies sont transparentes.
Et on ne se retrouve pas avec l'argument oui, mais transparent, ça veut tout et rien dire. Ou explicable, vous voyez, qu'est-ce qu'on veut expliquer? S'il s'agit d'expliquer le machine learning à n'importe qui, ça ne va pas marcher. Donc voilà un premier outil sur lequel nous essayons de travailler et que nous essayons de déployer. Et ça permet, vous voyez, à droite et à gauche, là, de prendre des plans d'action sur travailler nos technologies, lancer des projets de recherche, embaucher des doctorants, etc. C'est mon dernier slide. Il reste 30 secondes. Vous voyez, après que j'ai rien à dire, en fait j'ai trop à dire. Alors je ne sais pas avec quoi je vais encore vous. Disons que l'idée là, c'est sur l'éthique conséquentialiste en fait. C'est-à-dire le fait que je vous ai dit, on transforme le monde avec nos produits. Et comme disait Mathieu, le choix n'a pas été fait en amont. Il va falloir évaluer quel choix nous faisons en marche. Cet exemple du droit, j'ai travaillé avec des étudiants lyonnais, d'une école d'ingénieurs. Leur idée, c'est de dire on va programmer un robot juge. On fait du machine learning, alors on va prendre des jurisprudences, on va apprendre la machine à reconnaître les patterns, et puis après, on va comparer ça avec des situations de fait, et comme ça, on a du raisonnement automatique. Juridique automatique, c'est pas mal, on a des solutions qui sortent automatiquement. Ça économise de l'argent. Et moi j'avais évidemment, il faut que ça devienne assez maligne et ça fonctionne plus ou moins techniquement. Et après ce qu'on peut se demander, c'est, on me demande aux juristes, mais en quoi c'est du droit ça? Dire, oui, c'est une forme de droit. En fait, en droit, les juristes disent qu'ils procèdent à des raisonnements par analogie. Donc ils regardent une situation, ils disent, ah bah tiens, ça ressemble, c'est le case law américain, vous avez entendu parler, hein, ça ressemble à tel autre cas, alors on va juger de la même manière. En fait, le juriste, certes, ça ressemble de loin, machine learning, vous voyez, des raisonnements par analogie, mais ce que fait le juriste, c'est qu'il a une intuition qu'il y a une identité entre ces deux aspects. Mais son intuition, elle repose sur sa connaissance du droit. Or, le modèle du software que vont développer les étudiants, le droit n'est pas du tout encodé. Donc, on n'est pas du tout dans la même situation, en fait. Et de plus, le juriste ne fait pas que des raisonnements par analogie. Il fait aussi des raisonnements syllogistiques et encore d'autres choses. Et puis il y a une philosophie du droit. Le point là, et on en a discuté souvent avec Mathieu, c'est que la mise en œuvre technique, il réfléchit sur un domaine, relève d'un choix philosophique en fait. On dit, je prends telle philosophie du droit, c'est celle-ci qui me plaît, ça s'appelle le normativisme kelsénien, si vous voulez, bon voilà, parce que c'est celui-là que je fais bien techniquement. Mais du coup, on a tranché un débat philosophique sur qu'est-ce que c'est que le droit, est-ce qu'il faut poursuivre la justice, etc., qui durait depuis des siècles. Alors, d'où l'intérêt, à mon avis, est de faire ces efforts qu'IBM consent dans l'effort éthique sur l'intelligence artificielle. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Arnaud. Pendant que Amélie installe, est-ce qu'il y a des petites questions? Oui. Merci pour votre intervention. Pour une question, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des centaines de projets autour de la technologie Watson en France qui sont réalisés par les équipes ICM. Il y en a certains qui posent des questions, des problèmes d'équipe, qui peuvent poser des questions éthiques. J'aimerais savoir comment en fait, c'est adressé en pratique. Est-ce que les développeurs qui interviennent sur ces projets, est-ce qu'ils sont formés à l'éthique avant d'intervenir? Est-ce qu'ils ont un canal de remontée des problématiques? C'est-à-dire, mon client me demande de faire quelque chose de pas éthique. Qu'est-ce que j'en fais, à qui j'en parle? Est-ce qu'il y a des consultants éthiques qui interviennent chez les clients? Est-ce qu'ils sont techniques à la prestation du client? Est-ce que ce n'est pas le client au final qui décide ce qui n'étudie pas? Moi, je vais savoir très concrètement pour les projets que vous faites, comment vous gérez ces problématiques. Alors, je ne les connais pas tous. J'ai peut-être pu vous laisser l'impression que tout ça était flottant. Moi, je dépends de la direction R&D. On est quand même dans des choses. Parfois, s'il s'agit de normaliser des millions de lignes de code, on va pas tout faire tout de suite. Mais il y a d'autres parties chez IBM. Oui, j'ai en tête là, ce dont j'ai pris connaissance les 2 jours que j'ai fait du coup quand même changer. C'est une nouvelle version des directives éthiques de la compagnie. Donc, tout ça est très organisé. Donc, le travail est fait, mais la barre est très haute. Voilà. Plus concrètement, imaginons que je sois développeur IBM, j'interviens sur un projet client, je sens dans mon éthique, ça me semble coûteux. Je suis peut-être tort, hein,
déjà, on fait assez peu d'intégration. Enfin, on fait pas assez peu d'intégration. On fait du conseil et du. Alors, on va dire le consultant, qu'est-ce qu'il fait? Bon, mais on fait du développement. J'ai peut-être mal précisé, nos produits que nous développons sont des technologies qui sont vendues, c'est génériques, hein, et qui sont vendues dans le monde entier. D'accord? Mais on voit pas les cas d'usage en fait. Je parle des consultants IBM ou de la pratique. Voilà, je connais pas cette partie. Peut-être qu'il y a un droit d'alerte. Tu veux répondre? Allez. En fait, bonjour. En fait, il y a un droit d'alerte chez nous. C'est-à-dire que toutes les personnes d'IBM, quelle que soit leur situation, que ce soit dans leur travail, au quotidien, qu'elles se sentent menacées, maltraitées, elles ont un droit d'alerte. Et ce n'est pas du tout hiérarchique. Vous pouvez escalader. Ça s'appelle une porte ouverte. C'est simple. Et c'est la même chose quand on est en clientèle. Si on pense que. Alors, on a des guidelines, hein, on n'a pas le droit de. On a des règles très précises dans les affaires pour lesquelles on peut être mis à la porte, mais sur le champ. Voler une affaire, faire des promesses sur lesquelles on n'a pas d'accord, des choses de ce type-là, vous êtes sorti dans la demi-journée. Si derrière vous ne faites pas remonter les alertes, vous pouvez même être pris en défaut. Donc on a ce côté éthique et on a des formations qui sont obligatoires et que l'on fait systématiquement toutes les années. Et toutes les années, on doit être certifié sur les règles AES-Sport, sur toute la partie éthique, sur toute la partie commerciale, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. C'est la même chose quand on va parler à des journalistes, quand on parle dans des salles. On doit avoir suivi un niveau de formation. Si le moment où le journaliste nous rencontrons, on n'a pas suffisamment suivi de formation, notre formation est trop ancienne, on doit la renouveler. Donc on a ce droit d'alerte, c'est dans les gènes même d'IBM et dans le développement. En fait, c'est bien maintenant. Pour compléter, en fait, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir d'alerte. C'est-à-dire qu'en gros, chacun de nos consultants, s'il est en face d'une situation qu'il estime non éthique, il se doit de la remonter. Il se doit de la remonter. Et il y a un arbitrage qui est extrêmement clair sur le sujet. Si c'est une situation non éthique, on ne va pas aller là-dedans. Et ça paraît dément. On a des règles extrêmement étendues là-dessus. La notion de porte ouverte, elle n'est pas que en France. C'est quelque chose qui est développé à travers le monde. Les règles éthiques qu'on s'applique, il y aura des règles éthiques qu'on pourrait estimer morales, normatives, etc. Elles se veulent, globales, et elles se veulent, je veux dire, d'une certaine manière, mais totalement neutres par rapport à la nationalité où elle doit s'appliquer. Je ne sais pas si je suis clair sur ce sujet. Pour continuer la discussion pendant le cocktail, n'hésitez pas. Normalement, je pense que les personnes en présence ici seront là au cocktail. On va passer donc à la troisième speakeuse, donc Amélie Cordier. Alors, Arnaud, tu t'es présenté un peu au fur et à mesure de la présentation. Amélie, je te laisse peut-être commencer par te présenter pour que ce soit clair. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Amélie Cordier, je suis chargée de la recherche dans une société qui s'appelle Humano, c'est une compagnie lyonnaise. On développe du logiciel pour les robots d'interaction. Et moi, je m'occupe de la partie intelligence artificielle. Donc, j'entends parler tous les jours de l'intelligence artificielle et des robots. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là. Alors, il fallait que je liste mes titres, c'est ça? Donc, j'ai un DUG, un diplôme d'ingé, un master de recherche, un doctorat en informatique, et je suis surtout le dernier rempart entre vous et l'apéro. C'est probablement le titre dont je suis le plus fière. Donc j'ai intitulé ma présentation Éthique et IA, où est le problème, parce que pour spoiler directement la fin de la présentation, en fait je pense qu'on est en train de mettre sur le dos de l'intelligence artificielle des questions éthiques sociétales, et que c'est vraiment pas sympa pour l'intelligence artificielle et pour les robots. Bon alors, Flavien m'a dit 20 minutes. Alors, ça marche pas. C'est malin, vous avez cassé mon machin. Hop. Si ça marche pas, voilà, ça marche. Donc, Flavien m'a dit 20 minutes. Alors, du coup, il a fallu choisir. Donc, je vais d'abord vous parler de tout ce que j'ai pas retenu. Donc, je vais pas vous parler... Ah, ça marche vraiment pas. Une solution d'ingénieur de base. Vous l'avez vraiment cassé, les gars. Faut rien lui confier. Je vais essayer de leur démarrer déjà.
C'est pour retarder l'apéro. Ok, c'est parti. Alors, je ne vais pas parler de robots tueurs, je vais vous faire de la robotique, voilà. Et promis, je ne mettrai pas non plus d'image de Terminator et puis de HAL, c'est pas du tout mon style. Je ne vais pas parler non plus des robots qui vont nous piquer nos emplois. C'est un sujet, je suis bien d'accord, mais voilà, je ne vais pas vous raconter ça, même si, je vous jure, c'est vraiment agaçant. Hop. Même si j'aimerais bien qu'ils me le piquent de temps en temps pour que je puisse faire autre chose. Par contre, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous ai préparé quelques ouvrages. Alors en fait, la présentation que je vous fais là, c'est une présentation à emporter. J'ai mis énormément de références dedans, les slides sont en Creative Commons, on pourrait partir avec à la fin, je compte sur Flavien pour les diffuser. Soyez pas frustrés si je passe vite sur certaines références, c'est justement là pour ça. Ok, je ne vais pas parler non plus du droit des robots. Est-ce qu'on les laissera un jour se battre contre nous aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'on doit juger s'ils ont le droit de se reproduire entre eux ou pas? Est-ce qu'ils auront le droit de nous coller des procès? C'est pas un sujet non plus. Est-ce qu'on a le droit de maltraiter les robots et d'en faire tout un scandale sur les réseaux sociaux? Je ne vais pas perdre mon temps à vous parler de ça, c'est promis. Mais pareil, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous suggère quelques lectures. Je ne vais pas parler des véhicules autonomes pour la bonne et simple raison que sur les interventions précédentes, on vous a parlé 2 fois du trolley de problème, même si c'est vrai, les véhicules autonomes, ça fait super peur et ce serait sympa qu'on en parle. Moi, franchement, si ça vous intéresse de décider si vous tuez le chat, la grand-mère ou votre fils, s'il a été sage, ça va, s'il n'a pas été sage, je comprends que vous posiez la question, allez jouer avec la Moral Machine du MIT, qui est un système dans lequel vous pouvez essayer de vous poser ces questions éthiques, qui à mon avis, comme l'a si bien dit Arnaud, sont des fausses questions, parce que croyez-moi, dans la vraie vie, si vous devez choisir entre tuer la grand-mère et 3 petits chats, c'est pas la question que vous allez vous poser, c'est plutôt où est la pédale de frein. Je parlerai pas non plus de Sophia, pour la bonne et simple raison que ma maman m'a appris à être polie et si j'en parle je suis vulgaire, donc je vais pas en parler. Voilà. Et alors je parlerai pas non plus de la diversité dans l'IA ou l'IA inclusive, le fait que Google soit capable de confondre des humains et des gorilles. Je parlerai pas de l'IA et de la créativité, même si je trouve génial l'idée de se dire que des robots intelligents vont pouvoir être critiques d'art, d'œuvres d'art réalisées par des IA. Ça, c'est cool. Je ne parlerai pas non plus des usages de l'IA, de savoir si on peut détecter vos préférences sexuelles à partir de vos photos sur je ne sais pas quel réseau social, ou bien même reconnaître si vous êtes un criminel juste à la position de vos oreilles. Alors à ce titre, Pierre, qui est ici, m'a fait remarquer cet après-midi qu'en 1905, c'est ça, il y avait déjà un ouvrage à destination de la police qui proposait des critères et des métriques sur les visages des gens pour savoir si c'était des criminels ou pas, comme quoi il n'y a pas que les gens qui font de l'intelligence artificielle qui jouent aux apprentis sorciers. Voilà, donc j'en parlerai pas, c'est promis. Je parlerai pas non plus de cette nouvelle religion formidable créée par un ex de Uber qui veut mettre l'IA comme Dieu parce qu'il se dit que si jamais un jour ça marche, on ferait mieux de lui prêter allégeance. Puis je ne parlerai pas de ce qu'en disent les grands de ce monde qui débattent sur l'IA est en train de spell the end of humanity. Les Bill Gates, Mark Zuckerberg, Hawkins, Elon Musk, qui font quand même des trucs sur le sujet. Mais j'en parlerai pas. Et si vous voulez lire tout ce dont je ne vous parle pas, c'est là. Pourquoi je ne vous parle pas de tout ça? Parce que je pense que ces grands débats sur l'IA, les robots tueurs qui vont piquer nos jobs s'ils ne sont pas déjà tués, ça c'est le débat, donc alors on fait les choses. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qui nous empêche de nous intéresser aux vraies questions d'éthique qui, à mon avis, sont les questions qu'on devrait tous se poser aujourd'hui. Et plus exactement, c'est l'arbre qui cache l'individu. Parce qu'à mon avis, la vraie question sur éthique et IA, c'est et nous là-dedans, on fait quoi? L'individu dans tout ça. Alors du coup, je vous présente, pardon, je vous présente rien du tout. La question que je pose, et qui est le fil rouge du reste de ma présentation, c'est déjà aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment responsable de l'IA, des robots qu'on construit? Pour être très honnête, quand j'étais à l'université, je ne me posais pas trop cette question. Je ne me posais pas vraiment de questions éthiques. Et depuis que je bosse dans une entreprise, ça m'empêche presque de dormir certaines nuits. Donc laissez-moi vous présenter mon entourage. Alors en bas, c'est papa. Donc papa, c'est le gars sur son téléphone, il n'y a jamais rien qui marche parce qu'il ne veut surtout pas donner ses données à Google, quoi.
Donc il ne coche pas les options, puis après il n'a pas les services, il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, mais au moins ces données sont protégées. Il y a maman, alors maman elle fait du miel, et quand elle fait pas du miel, elle joue avec Candy Crush, et alors elle c'est le contraire, elle coche toutes les cases, parce que de toute façon elle ne va pas lire des petites lignes quand même, franchement. Donc le problème de papa c'est qu'il vit avec maman, donc même s'il a préparé, s'il a protégé ses données, Google il le sait quand même. Parce que, voilà. En haut à droite c'est Anne, alors Anne c'est ma filleule, donc elle est jeune, elle est née avec un téléphone dans la main, et pour elle il n'y a pas de avant l'ère numérique. Donc elle vit avec et elle se posera jamais la question que moi je me suis posée quand j'ai eu mon premier téléphone, enfin des années après avoir eu mon premier téléphone, qui est comment cette technologie est en train de changer mon rapport au monde. Pourquoi avant, quand je me déplaçais d'un point A à un point B dans la rue, c'était une occasion de socialiser avec les gens, et pourquoi maintenant j'utilise Google Maps? Et comment ça transforme notre quotidien. Et alors, donc j'ai dit que c'est mon entourage parce qu'en bas c'est Clément. Alors Clément c'est mon stagiaire, je tiens à dire à ma décharge que c'est lui qui a choisi le bonhomme qui le représentait. Et je l'ai mis dans le slide parce que toute cette présentation est à son sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Et alors moi je suis au milieu de tout ça, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le film Lego, c'est le maître constructeur, c'est le chef d'orchestre de tout ce bazar. Et je me demande ce que je peux faire pour mon entourage. Et puis globalement pour la société. Alors, le truc, c'est que tout le monde dit « Ouais, l'IA, c'est la révolution, on n'a jamais vu ça dans l'humanité. » Il y a déjà eu une révolution il n'y a pas très longtemps qui s'appelle la révolution industrielle, hein, vous avez probablement entendu parler. La différence entre la révolution de l'IA et la révolution industrielle, c'est que la révolution industrielle, ça a touché 4 générations qui ont eu le temps de réagir. La révolution de l'IA, voilà, ça a 10 ans. Parce que donc, encore une fois, pour revenir à ce que je disais au début, à mon avis, le problème, c'est pas l'IA, le problème, c'est qu'on a Internet, on a des données, on a un réseau de télécommunications, on a une forme d'intelligence augmentée qui est déjà donnée par tout ça, et que l'IA n'est juste qu'un accélérateur de plus de tout ce bazar. Donc voilà, là où nos ancêtres ont eu 4 générations pour s'adapter, pour réagir, pour inventer des nouveaux métiers, pour se faire à l'idée que maintenant le monde c'était comme ça, et que le résultat du travail c'était plus la production individuelle, mais c'était éventuellement la production individuelle augmentée par une machine ou par une structure, et ben nous, on doit deviner, là, comme ça, en claquant des doigts, à quoi va ressembler demain. Alors, moi, ce qui m'agace un petit peu dans le débat sur éthique et intelligence artificielle, c'est que tout le monde dit oui, alors l'IA doit faire ci, l'IA doit être comme ça, l'IA doit avoir telle valeur, l'IA doit faire telle chose, et puis en fait, qu'est-ce que nous, les individus, on doit faire pour que tout ça se passe bien? On n'en parle pas trop, quoi. Du coup, en tant que responsable de la recherche, j'ai chargé de former un petit stagiaire, enfin plusieurs d'ailleurs, mais j'ai choisi Clément, à son métier futur. Je m'en pose des questions éthiques et je me dis, mais quelles sont les questions que lui doit se poser? Il est dans une boîte, on a des objectifs de productivité, on doit délivrer des machins, on doit réaliser des projets, et en même temps, on joue avec des technologies un peu en mode apprenti sorcier, quand même, faut se l'avouer. Et est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Alors, les questions que j'aimerais qu'ils se posent, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails scientifiques, mais je serais ravie d'en discuter pendant les questions ou avec un verre à la main. Mais je vous donne des références quand même. Alors, première question que j'aimerais qu'ils se posent, c'est est-ce que je peux avoir confiance en mon code? Et puis comment je fais pour... Alors ça, Arnaud en a parlé, hein, comment je fais pour évaluer les résultats? Comment je fais... Est-ce que ce qui est important, c'est d'éviter les faux positifs? Est-ce que ce qui est important, c'est d'éviter les faux négatifs? Est-ce qu'il vaut mieux dire à quelqu'un qu'il a une tumeur alors qu'il n'en a pas, et lui dire « Ah, bonne nouvelle » ou l'inverse? C'est ce genre de questions. Alors pour ça, il y a des outils. Hein. Une approche que j'aime beaucoup, pour parler un peu technique, parce que quand même, on ne va pas se renier, le deep learning, tout le monde dit « Ouais, on ne peut pas trop expliquer comment ça fonctionne », et pourtant, il y a des approches bayésiennes du deep learning qui permettent d'avoir des très bonnes estimations de l'incertitude du modèle qu'on propose, et donc de délivrer des résultats qui sont bien plus qualitatifs, et en tout cas qui sont bien plus expliqués, pour en revenir à la problématique de l'explication. Je ne rentre pas dans les détails, mais si vous avez des questions, je veux bien en parler avec plaisir. Alors, juste une petite anecdote là-dessus, c'est vraiment pas nouveau. Robert Martin, qui est un de mes idoles en programmation, a écrit un bouquin en 2011 où il explique le b.a.-ba du métier de développeur et la responsabilité éthique d'un développeur, et où il fait le parallèle entre ce qui se passe en physique, par exemple, ou à la NASA, quand il s'agit d'envoyer des fusées sur la Lune, et puis ce que les développeurs devraient faire. Ce bouquin, c'est une bible, ça fait 100 pages, et quand vous le lisez, vous dites « Ah bah oui, quand même, je suis un peu responsable de ce que je produis,
Et à mon avis, il est aussi bien pour les développeurs que pour les gens qui prétendent faire de l'intelligence artificielle. Bon, deuxième question que je voudrais que Clément se pose, c'est ok, comment je garantis la robustesse de mon code? Parce que tout le monde dit ouais, le deep learning c'est génial, on fait des trucs magiques avec, mais en fait, si on sait ce qu'on fait, on peut rapidement tromper la machine. Alors, je vous ai donné quelques petits exemples. Le chien, par exemple, vous prenez un chien, vous rajoutez un petit peu de bruit dans l'image, bien choisi le bruit, et puis paf, le réseau reconnaît une autruche. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça marche avec n'importe quelle image. Quand le bruit est bien choisi, vous pouvez lui faire reconnaître une autruche. Donc, ce que vous voulez. Pas compliqué, hein, mais imaginez les implications éthiques. Ça veut dire qu'on a des algos qui nous donnent des taux de succès à 97% de reconnaissance d'image si l'image n'a pas été trafiquée. Notez au passage que moi, je ne vois pas la différence entre le chien de gauche et le chien de droite, il y a juste 20% de bruit invisible. On peut faire la même chose avec des gens. Vous prenez une actrice célèbre, alors je ne la connais pas, mais il paraît qu'elle est célèbre. Vous lui dessinez des lunettes, un peu bien pensées, les lunettes quand même, boum, hop, ça devient. Ah oui, Russell Crowe. Voilà. Mais alors le problème, c'est que, bon, ça c'est en trafiquant les images, mais le problème c'est qu'on peut aussi la faire dans la vraie vie. Si vous savez un peu ce que vous faites, vous allez mettre 2 autocollants sur un panneau de stop et ça devient une limitation à 60, qui n'existe pas, soit dit en passant. Voilà, donc bon, comment il fait Clément face à ça? Puis alors, on peut jouer longtemps avec ce genre de bêtises, à imaginer des objets qui n'existent pas dans des images synthétiques. Alors je voudrais aussi que Clément il se pose la question, alors c'est pas facile dans une entreprise, hein, de se dire, mais est-ce que finalement, dans une perspective d'explicabilité de mes algos, est-ce que finalement ce serait pas bien de privilégier l'open source et les standards, et pourquoi c'est important? C'est important tout simplement parce que si on donne dans l'open source ou si on s'applique à respecter des standards, on se confronte plus facilement à la société et à la critique, et donc globalement on tire vers le haut la qualité de ces productions. Et c'est un sujet, alors ça a été abordé dans les interventions précédentes, je continue à enfoncer des portes ouvertes, mais c'est un sujet qui est particulièrement bien abordé avec le GDPR qui nous arrive en pleine figure là, en 2018, et j'attends avec impatience de voir comment les entreprises vont réagir. Une impatience non dissimulée. Un petit sujet qui me tient beaucoup à cœur, je pense qu'on n'en parle pas trop dans les débats éthiques, et pourtant pour moi c'est une question, et tout à l'heure Arnaud a dit ouais c'est pas un sujet, mais pour moi c'en est un vrai. Clément, j'aimerais bien qu'il paye les factures d'électricité quand il entraîne des réseaux sur les machines, parce que peut-être qu'il réfléchirait 2 fois à ces paramètres avant de lancer une exécution. J'ai juste sorti quelques données sur la consommation d'AlphaGo, et puis je vais vous donner un autre exemple juste après. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, AlphaGo, c'est la machine qui a battu Isidol, le champion du monde, au Go, ce jeu super compliqué. Donc, Isidol, c'est un cerveau en moyenne, ça consomme 20 watts. Ça ne fait pas que jouer au Go, ça pense aussi à ce qu'il a mangé au petit-déj le matin. Et ça boit du café, et en face, AlphaGo, c'est des centaines de CPU, des centaines de GPU, une consommation électrique incroyable à l'utilisation. Et aussi à l'entraînement. Et ça, on n'en parle même pas, personne n'a pensé compter, parce que les chiffres ne sont pas forcément super publics. Et la banquise, alors, bon sang, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire fondre 3 cm de banquise à chaque fois qu'on veut prouver qu'on est les plus forts au Go? Sérieusement. Bon, alors juste, je reviendrai sur AlphaGo après, mais pour vous donner une idée de la masse de données qu'on produit, j'adore ces chiffres. À gauche, vous avez la courbe du nombre de paires d'yeux sur la planète. Okay, voilà. Et la courbe en rouge, c'est le nombre de caméras. Donc en 2015, on a passé ce point d'inflexion où il y a eu plus de caméras sur la planète que d'yeux pour observer les choses. Et vous voyez que la courbe monte pas mal. Et puis à droite, c'est un petit tableau qui donne des chiffres. Alors je vous laisse les regarder si vous voulez, mais l'idée c'est que vous achetez une caméra à 10 € chez Amazon, vous la mettez chez vous, et si vous l'utilisez au maximum de son potentiel, c'est-à-dire pour détecter si quelqu'un vient vous cambrioler un mardi soir, avec un algo de deep learning qui marche super bien, et ben vous allez vite vous rendre compte que sur 3 ans, ça va vous coûter $1 million. Voilà. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres comme ça sur ce qu'on est en train de faire avec notre consommation électrique. Pour revenir sur AlphaGo, parce que j'aime bien donner des chiffres quand même, vous pouvez voir le nombre de GPU, le nombre de CPU. Si on prend juste en compte le nombre de GPU, donc les processeurs graphiques, et la consommation que représentent ces GPU, un AlphaGo, qui joue une partie contre l'Isidol, c'est 3000 humains. Si vous ramenez ça au coût de l'électricité, ça donne l'équivalent de 6 travailleurs qualifiés. Ok, maintenant on imagine 2 secondes, vous prenez la planète,
toute la consommation énergétique de la planète, vous débranchez le câble, la planète n'a plus besoin d'énergie, et vous utilisez toute cette énergie pour brancher AlphaGo. Vous pouvez faire seulement 5 millions d'AlphaGo fonctionnels, c'est-à-dire 1 pour 1000 personnes. C'est pas demain la veille qu'on aura un AlphaGo dans notre salon qui sera capable de nous battre au Go. Et je tiens à préciser, uniquement au Go. Pas aux dames, pas aux échecs, pas à la belote, pas à la bataille. Voilà. C'est juste un peu pour râler sur la consommation énergétique. Je pense qu'on est en train de faire n'importe quoi. Autre sujet qui me tient à cœur, comment éviter le biais. L'image sur votre droite, c'est la preuve formelle par des scientifiques, dont le papier est cité en bas, que Google Now repère beaucoup moins bien les voix de femmes que les voix d'hommes. Voilà, c'est juste 1 parmi tant d'autres. Les biais sur les différences comme ça, je pourrais vous en citer des milliers. Comment on fait quand on travaille sur ce genre de données pour éviter ce genre de biais? Alors il y a plein d'approches aussi. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment on va aller explorer autour de notre dataset tout ce qu'on appelle les cas aux limites, parce que finalement la richesse de l'apprentissage, ce serait d'être capable de traiter ces cas. Voilà, encore une fois, c'est des sujets sur lesquels je serais ravie de discuter après. Et sur les questions que j'aimerais que Clémence pose, il y a la notion de valeur. Alors, Arnaud l'a bien dit tout à l'heure, hein, éthique, IA, c'est rapide de glisser vers valeur morale, bon sens, sens commun, et ainsi de suite. Et le postulat de base, je pense, c'est de se dire que, a priori, c'est vraiment pas une bonne idée de mettre les valeurs des humains dans les systèmes d'intelligence artificielle. Pourquoi? D'abord parce que je ne suis pas sûre qu'on ait d'excellentes valeurs sur tous les sujets, et d'autre part parce qu'on n'a pas tous les mêmes, et donc arriver à faire un système intelligent qui partagerait les valeurs de l'humanité, c'est pas possible. Du coup, je suis vraiment intéressée en ce moment par les approches qui permettent d'acquérir les valeurs partagées par les humains, non pas en les définissant a priori, en disant ça c'est le bien, ça c'est le mal, voilà comment tu dois te comporter, mais en les apprenant au fur et à mesure par un processus de coopération en fait entre l'homme et la machine. Et il y a une approche émergente en ce moment, il y a beaucoup de travaux là-dessus, qui s'appelle l'Inverse Reinforcement Learning, qui traite de ces sujets. Voilà, pour vous donner quelques pointeurs sur ce genre de choses. Bon bref, Clément, j'aimerais qu'il se pose plein de questions, et en même temps, j'ai 24 heures dans une journée, donc seulement 8 passées à ses côtés. Et en plus, ma préoccupation, c'est plutôt de délivrer le produit que je suis censé réaliser, que de lui transmettre les valeurs éthiques. Et puis bon, il y a toujours papa, maman, ma filleule, pour lesquels les problèmes sont pas réglés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut laisser tomber l'intelligence artificielle et aller élever des chefs dans le Barsac. Mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas une option, parce que si on laisse tomber, quelqu'un d'autre le fera à notre place, et tant qu'à faire, enfin ça dépend qui, mais globalement j'aimerais. Sinon il y a le plan B. Donc le plan B, c'est de se bouger un peu les fesses, et puis d'aider tout le monde à comprendre ce qui se passe avec l'intelligence artificielle et avec l'éthique, là tout de suite maintenant, en posant exactement le genre de questions que je vous ai montrées, et en mettant dans les journaux, au lieu de mettre des titres du style « 2 IA ont réussi à communiquer entre elles dans un langage que les humains ne peuvent pas comprendre », mettre des questions du style « Un chercheur a trouvé une nouvelle méthode qui permet de réduire le biais entre les hommes et les femmes dans le dataset vocal de Google. » Ce serait cool, non? On saurait comment, et ça donnerait des idées à d'autres chercheurs. Ce serait magique. Parce que voilà, mon papa, un jour, il m'écrit, puis il me dit je comprends pas, j'ai lu le journal ce matin, puis j'ai lu ces 2 phrases, et j'arrive pas à résoudre les conflits. » Alors d'un côté, il y a Poutine qui dit celui qui gagnera à la course à l'intelligence artificielle dominera le monde. Et en face, il y a Stuart Russell, un grand auteur de bouquins d'IA, qui dit il faut faire une IA bénéfique pour l'humanité. Ah, super. Je n'avais pas pensé vraiment à celle-là. Et papa, il me dit tu penses pas qu'il y a un juste milieu? Alors, c'est pas que je pense, c'est que j'espère en fait qu'il y a un juste milieu. Sinon, je reviens au robot tueur et puis je mets une date sur le slide. Voilà. Et puis, plus généralement, je suis pas sûre que ce soit bénéfique pour l'humanité que quelqu'un domine l'IA. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déjà écouter les gens qui en parlent. Alors, je vous ai fait une petite liste de mes favoris. Ce gars-là, c'est Stuart Russell. Il a fondé une association qui s'appelle le Centre pour l'IA bénéfique pour l'humanité. Et c'est une association, donc c'est financé par l'Open Philanthropy Project, donc il y a plein d'argent pour aider les gens qui ont envie de faire des choses pour une IA éthique.
Et puis, c'est une initiative qui pullule en fait dans toutes les grandes universités américaines maintenant. Il y a ce genre d'initiative. Et puis, il y a des talks inspirants. J'aimerais bien que ce soit ce genre de personnes qui fassent la une des journaux plutôt que les langages cryptés d'AlphaGo, pas d'AlphaGo, de Google, pardon. Des gens qui vous expliquent en 20 minutes que en fait, ça fait 20 ans qu'ils font de l'IA avec pas beaucoup de données, pas beaucoup de sujets, et qu'ils n'ont pas l'intention de révolutionner le monde. Et puis en fait, ces gens-là, ils ont révolutionné la vie de centaines de personnes, de milliers de personnes, par exemple, en mettant en place des systèmes d'IA pour organiser le don de reins entre personnes. Donc, ils ont créé de l'emploi dans plein de pays du monde, parce qu'il y a de plus en plus de greffes de reins, de greffes d'organes en général, qui sont rendues possibles grâce à des algos de machines d'IA. Et elle vous explique qu'elle ne ferait pas fondre de banquise pour faire ça. Allez l'écouter, c'est juste brillant. Autre initiative brillante, alors j'avais dit que je ne parlerais pas de diversité, mais en fait je vous ai menti, j'aime bien de temps en temps. AI for All, c'est une initiative américaine aussi, c'est un centre pour ceux qui veulent partager, communiquer, échanger, enseigner, former, mentorer sur l'éthique et l'intelligence artificielle. Et il en faudrait juste beaucoup plus, c'est pour ça que je parle d'eux, si vous avez envie de faire la même chose, faites-le. Allez voir leur site, ça vous remonte le moral pour 3 semaines. Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, je vous ai fait une liste, je vous avais promis que c'était une présentation à emporter. Bon, bref, en conclusion, est-ce qu'on est vraiment responsable de l'IA que nous créons? Moi, je ne crois pas, mais je crois que les gens commencent à se poser des questions. En tout cas, mon papa, lui, il se demande s'il se pose les bonnes questions. Ma maman, elle commence à s'interroger sur les données qu'elle partage, parce qu'elle commence à comprendre que, en fait, les données qu'elle produit, c'est celles qui sont entraînées, et c'est celles qui sont utilisées pour entraîner plein d'algos. Et que s'il y a du biais dans ces algos, c'est probablement parce qu'à la base, il y a du biais dans les données. Ma filleule, elle se dit attends, mais c'est toi qui as construit ce monde-là et je vais être obligée de vivre avec. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et ce que j'espère, c'est que je vais pouvoir mettre en place des choses qui vont lui permettre de se former et d'apprendre au long de sa vie à vivre avec cette intelligence artificielle qu'on a mis partout. Alors Clément, lui, il me dit attends, t'abuses, tu m'as fait venir, tu m'as promis un truc, on va faire du dev, on va faire de l'IA, ça va être génial, puis là tu commences à me saouler avec tes questions éthiques. Tu n'aurais pas pu me faire un cours sur le sujet à l'école, donc je suis contente que tu existes, Mathieu, et j'espère que tu vas en faire beaucoup plus des cours comme ça, parce que comme tu me le disais tout à l'heure, il y a vraiment de la demande. Et moi, la question que je me pose, et celle-là je vous la laisse parce que je n'ai pas de réponse, cette année il y a eu France IA, une initiative gouvernementale pour faire l'état des lieux de l'IA en France, et je suis allée à quasiment toutes les réunions et j'ai entendu cette phrase plein de fois qui est oui, il faut qu'on s'organise en France pour pouvoir affronter la compétition contre les grands de ce monde, alors pour comprendre les GAFA IM, Google, Amazon, Facebook, IBM, Microsoft, et la liste commence à se rallonger. Et en fait, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de vouloir les affronter, parce que je ne pense pas que ce soit en faisant la course avec les grands de ce monde qu'on peut avoir une attitude responsable par rapport à ce qu'on fait. Et du coup, je me demande si ce qu'il ne faudrait pas, en fait, c'est se distinguer par nos valeurs et notre façon d'aborder l'éthique et l'intelligence artificielle, plutôt que par des métriques, des performances, des résultats et des centimètres de banquise détruits. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Amélie. Et je précise qu'elle se démarque par ses valeurs, puisqu'elle travaille sur une thématique d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle développementale, qui est assez peu connue, qui est une façon de faire de l'intelligence artificielle très spécifique et qui propose complètement d'autres approches et donc d'autres valeurs. Donc je vous laisserai en parler avec elle au cocktail si ça vous intéresse de comprendre un peu mieux en quoi consiste cette approche, qui est passionnante. Donc je vous remercie pour votre attention. Alors avant de passer au cocktail, juste un petit mot, puisqu'elle m'a indirectement demandé de vous transmettre la présentation. Je la mettrai à disposition. Ce que je vous invite à faire, petit jeu, c'est simplement puisque personne n'en a parlé aujourd'hui, je vais en toucher 2 mots, de retourner voir les 3 lois d'Asimov, vous avez déjà pu en parler, et après ce speech, de vous poser la question, est-ce qu'avec ces 3 lois, on a un possible comportement éthique de l'IA et de la robotique? Oh. Merci, Jeanne. Dans un second temps, d'aller voir un petit peu toutes les sources que Amélie vous a données, de reprendre un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, de vous renseigner sur l'état actuel de l'éthique,
Et puis de retourner voir ces 3 lois et de vous reposer la même question, est-ce que ça englobe le problème? J'ai fait moi-même cet exercice, c'est assez intéressant. On se rend compte à quel point. Non, je ne veux pas donner l'indication. Vous verrez. Et ben, je vais vous inviter à aller au cocktail. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour Amélie? Il faut qu'on soit à égalité quand même. Bon, allez, vous parlez.